Qu'elles sont belles ces montagnes, mamie. On a beaucoup de chance de vivre ici. Oui, une vallée exceptionnelle qui a fait de Chamonix une destination touristique connue dans le monde entier. Quand tu étais petite, c'était un village? Il n'y avait pas de touristes? Oui, c'était un village. Le tourisme a commencé il y a longtemps dans la vallée. Petite fille, il y avait déjà des touristes, mais pas autant qu'aujourd'hui. Quand j'avais à peu près ton âge, ma grand-mère m'a raconté l'histoire de notre village. Si cela t'intéresse, je peux te la raconter à mon tour. Oh oui, mamie, j'aimerais beaucoup. Il y a très longtemps, les habitants de Chamonix n'appréciaient pas les montagnes. Pour eux, elles étaient source d'inquiétudes, impressionnantes et dangereuses. Le territoire et le climat n'arrangeaient pas les choses. Les habitants étaient agriculteurs, éleveurs, et les longs hivers étaient difficiles. La neige tombait en quantité importante et empêchait les déplacements. Les habitants profitaient de cette saison et des longues veillées pour s'occuper des bêtes, réparer ou fabriquer les outils, confectionner le linge, fabriquer le fromage, cuisiner le cochon. Mais au XVIIIe siècle, l'avenir de Chamonix va prendre un tout autre chemin. Deux Anglais, Richard Pocock et William Windham, vont s'intéresser aux glacières, à ces montagnes maudites. Après une excursion à la mer de glace, ils sont émerveillés et font ce que personne n'avait fait auparavant. En parler, faisant ainsi la promotion de Chamonix. Nous arrivâmes à un petit village nommé Servoz. Nous fûmes bien et nous dormîmes tranquillement sur de la paille dans une grange. De là, nous nous mîmes en chemin dès la pointe du jour en direction de Chamonix. Nous y campâmes et nous fîmes plusieurs questions à ces paysans, si l'on ne pouvait, en montant la montagne, découvrir quelque chose de plus. Ils dirent que oui, mais la plupart nous firent la chose très difficile. Cependant, notre curiosité l'emporta et nous résolûmes d'entreprendre de monter la montagne. Nous nous mîmes en marche à midi du 22 juin. Et enfin, après 4 heures et 3 quarts de marche très pénibles, nous nous trouvâmes au sommet de la montagne, d'où nous jouîmes de la vue des objets les plus extraordinaires. De là, nous avions une pleine vue de la glacière. Il faut s'imaginer le lac agité d'une grosse bise et gelé tout d'un coup. Il est réellement dommage qu'une si grande curiosité soit si peu connue. Il y avait longtemps que je souhaitais faire ce voyage. Est-ce que leur publicité a fonctionné, mamie? Tout à fait. Après leur passage, de nombreux curieux, artistes, écrivains, scientifiques, sont venus. Et d'autres personnages, comme Marc-Théodore Bourrit, ont contribué à promouvoir la vallée. La partie des Alpes que nous allons parcourir est la plus belle dans son ensemble, la plus étonnante dans les effets. Le Mont Blanc, ce colosse immense de neige et de glace. Les beautés de ce lieu méritent qu'on aille les contempler. Oh, vous, qui admirez les beautés de la nature, venez les contempler sur le grand théâtre des montagnes. Et vous, qui ne pouvez jouir de ces merveilles, mais qui daignez jeter un coup d'œil de complaisance, c'est à vous de juger si j'ai rempli mon but, qui a été de vous montrer la grandeur et la puissance de Dieu dans celle de ses œuvres. Ce site sublime que j'ai eu le plaisir de découvrir n'a jamais trompé l'attente des voyageurs à qui je l'ai indiqué. Tous l'ont peint à leur manière. Tous en ont fait un portrait fidèle. Après cette esquisse des beautés de la vallée, l'on ne doit pas être surpris des efforts que l'on a faits pour la rendre accessible à tous les voyageurs. Mais ce qui a fait la renommée de Chamonix, c'est l'alpinisme, et notamment la première ascension du Mont Blanc. En 1760, un scientifique de Genève, Horace Bénédicte de Saussure, a promis une récompense à ceux qui trouveraient le chemin pour atteindre le sommet. Ce sont deux Chamoniards qui y sont parvenus, 26 ans après l'idée de Saussure. Qui êtes-vous, messieurs? Jacques Balmat, dit Mont Blanc. Je suis Michel Gabriel Paccard, un de ces hommes qui étudie la nature jusque dans ses derniers replis, qui admire ses plus petites productions et contemple son spectacle entier. Et moi, jeune demoiselle, je suis Horace Bénédicte de Saussure. Vous pourriez me raconter comment s'est passée cette première ascension? Le 15 environ du mois d'octobre 1783, nous sommes partis avec Bourrit. Nous n'avons pénétré que jusqu'au glacier très découpé, mais le Mont Blanc était couvert de nuages et Bourrit n'a pas osé mettre les pieds sur la glace. Il ne s'est rien passé depuis qu'en 1760, M. Horace Bénédicte de Saussure vint à Chamonix. Chacun pensait qu'outre les dangers de la glacière, une nuit y serait fatale.
Puis, en juillet 1786, Jacques Balmat me raconta son excursion, sa nuit du mois dernier, et sa ferme intention de recommencer. Je lui demandai s'il désirait être du groupe de 2-3 guides que je comptais engager pour faire la trace et porter mes instruments. Ce sera finalement à 2. Nous tombâmes d'accord et décidâmes de garder le silence sur notre prochaine entreprise et de nous tenir prêts à partir dès qu'une période de beau temps s'annoncerait durable. Je ne vous détaillerai pas l'intégralité de notre ascension, mais elle a été une espèce de voyage à l'autre monde, dont le souvenir restera comme l'époque la plus frappante de ma vie. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Balmat? Ce ne fut que quelques jours après que Dr Paccard m'invita à faire la tentative. Nous partîmes le 7 août 1786. Nous arrivâmes qu'à 6h30 du soir. Nous restâmes 32 minutes à la sommite. Nous avons redescendu à la montagne de la côte, arrivé à 11h du soir, le 8 août 1786. Le 9 arrivé à Chamonix à 8h du matin. Meilleur alpiniste que bavard, visiblement. Monsieur de Saussure, vous qui avez attendu 26 ans avant cette première ascension, qu'avez-vous ressenti quand vous êtes arrivé au sommet avec Jacques Balmat? Au sommet du Brevent, j'ai monté en 1760, par le jour le plus beau et le plus clair. C'était mon premier voyage dans les Hautes-Alpes. Je n'étais point encore accoutumé à ces grands spectacles, en sorte que cette vue fut sur moi une impression qui ne s'effacera jamais de mon souvenir. Mais en 1787, sur le Mont Blanc, je n'en croyais pas mes yeux. Il me semblait que c'était un rêve. Lorsque je voyais sous mes pieds ces si majestueux, ces redoutables aiguilles, le Midi, l'Argentière, le Géant, dont les basses mêmes avaient été pour moi un accès si difficile et si dangereux. Je saisissais leur rapport, leur liaison, leur structure, et un seul regard levait des doutes que des années de travail n'avaient pu éclaircir. Ils sont incroyables ces trois-là, mamie! Oui, très courageux. Ces pionniers ont ouvert la voie à d'incroyables ascensions, dont certaines ont été réalisées par des femmes, comme Marie Paradis. Mes jambes s'en sont allées par tous les diables. Mon souffle me manquait. On me donna le bras des deux côtés, on me tira, mais au rocher rouge, plus moyen d'avancer. Et je leur dis, fichez-moi dans une crevasse et allez où vous voudrez. Il y a eu aussi Henriette d'Angeville. Elle était déterminée. Mes pressentiments me disent que je réussirai, que nul accident ne troublera cette expédition et que j'en rapporterai de grands souvenirs. Mais pendant l'ascension, je crus un instant que la victoire allait m'échapper, et j'ai dit à mes guides, « Si je meurs avant d'avoir atteint la cime, promettez-moi d'y porter mon corps et de l'y laisser. Mais vivante, je ne veux point qu'on me porte. J'entends faire l'ascension entièrement sur mes jambes. Beau mérite vraiment d'aller au Mont Blanc sur le dos d'autrui. » Je repoussai les bâtons pour faire seul et sans aucun secours étranger les 3 pas qui me séparaient encore de la victoire. À 1h25, mon pied foulait enfin le sommet du Mont Blanc et je plantai mon bâton ferré sur sa croupe comme un soldat arbore son étendard sur la citadelle qui l'a emporté d'assaut. Avant de m'en éloigner pour toujours, je gravai sur la neige mon axiome favori. Vouloir, c'est pouvoir. Une des plus étonnantes est celle d'Isabella Stratton. Cette Britannique a réussi, avec son guide Jean Charlet, la première ascension du Mont Blanc en hiver. Mais ce n'est pas tout. Elle épousera son guide qui a toujours cru en elle. À ceux qui pensent que c'est pure folie, il n'en est rien. À tous ceux qui doutent, j'ai bien pesé ma décision et accompagnerai Miss Stratton pour ce défi. Je connais son courage, sa vaillance, mais aussi ses qualités techniques. Le 31 janvier 1876, à la cime du Mont Blanc. La vue était belle. J'avais fait l'ascension 3 fois pendant l'été. Mais je n'avais jamais parfaitement contemplé ce spectacle. L'immense quantité de neige accumulée sur le versant italien ajoutait beaucoup à la grandeur de la scène. Nous sommes restés une demi-heure à peine. Mes doigts furent gelés. Je regrette de ne pas avoir sur moi un thermomètre enregistré. La vue était parfaitement claire. Je n'avais jamais vu cela avant. Quelle belle histoire, mamie! On dirait un conte de fées. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est presque ça, Lily. Mais si la montagne est féerique,
Les dangers sont bien réels et certaines ascensions ont eu des fins malheureuses. Quelques années auparavant, un drame s'est déroulé sur les pentes du Mont Blanc. Le docteur Hamel avait embauché plusieurs guides, dont Joseph-Marie Coutet, pour le conduire jusqu'au sommet. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Nous étions partis de Chamonix le vendredi 18 août 1820. Mais le temps menaçant s'éleva et la journée du dimanche ne s'annonçait pas mieux. Mais le docteur Hamel insistait et nous traita même de lâches. Vos craintes sont exagérées. Je ne veux pas perdre le fruit de mon voyage. J'ai payé pour attendre le sommet et je ne renoncerai pas. La caravane se remit en route, ne marchant qu'avec peine dans une neige fraîchement tombée. Quand, près du sommet, une avalanche se déclencha. « Nous sommes perdus !» m'écriai-je en entendant un horrible craquement au-dessus de nos têtes. J'apercevais ensuite, entre ce groupe et le bord de l'abîme, 2 bras qui se mouvaient au-dessus de la neige. Nos compagnons arrivèrent près de nous. Nous pûmes nous compter. Pierre Balmar, Pierre Carrier et Auguste Héraz manquaient à l'appel. Malgré la gravité de notre situation, nous essayions un sondage. Nous en avons sauvé 2. Il est peut-être encore temps de sauver les 3 autres. Nos bâtons ferrés, se chargeant de neige glacée et cristallisée, ne pouvaient plus servir au sondage. Nos doigts, crispés par le froid, ne pouvaient plus même les serrer. C'est inutile, mes amis. Nous ne reverrons pas nos pauvres compagnons en ce monde. Le gouffre ne les rendrait plus vivants. Nous ne pouvons plus rien pour eux. Notre descente fut très pénible. 2 des victimes avaient femmes et enfants. D'autres ascensions sont inoubliables tant elles ont marqué les esprits. C'est le cas de la première victoire sur le Cervin. Une cordée de 7 personnes, dont Édouard Wimper et Michel Cros. Le 3 juillet 1865, nous partîmes de Zermatt à 5h30 du matin. Le temps était superbe et le ciel sans nuages. Le 14, une seule partie fut vraiment difficile. Nous la traversâmes d'abord presque horizontalement sur une longueur d'environ 120 mètres. Nous montâmes ensuite directement vers le sommet pendant près de 20 mètres. Nous dûmes revenir sur l'arête qui descend vers Zermatt, un long et difficile détour qu'il nous fallut faire pour contourner une saillie de rochers nous ramena sur la neige. Claude et moi, nous nous élançâmes aussitôt en avant, exécutant côte à côte une course folle qui se termina ex aequo. À 1h40 de l'après-midi, le monde était à nos pieds. L'invincible Cervin était conquis. Hurrah! Pas une seule trace de pas ne se voyait sur la neige. On m'a prié de décrire l'état personnel de chacun lors de son arrivée à la cime. Aucun ne semblait fatigué, et je suis convaincue qu'aucun ne l'était. Crow se mit à rire quand je l'interrogeai à cet égard. Nous n'avions été en route que pendant 10 heures, et je fis remarquer à Crow que notre marche s'est accomplie avec lenteur. Oui, nous avons eu raison de ne pas nous presser, mais j'avoue que, pour descendre, je préférais être seule avec vous et un guide. Mon client, Édouard Wimper, disait de moi que, quand je m'élevais au-dessus de la foule des hommes ordinaires, dans les circonstances qui exigeaient l'emploi de ma force prodigieuse et de la connaissance incomparable que j'avais des glaces et des neiges, alors seulement on pouvait dire que je me sentais complètement et réellement heureux. Une chose est vraie, en montagne, j'étais heureux. Malheureusement, lors de la descente du Cervin, une chute entraîna la mort de Michel Cros et 3 jeunes Anglais qui les accompagnaient, disparus dans le vide. Cette victoire sur le Cervin est si triste, mais je trouve que ces hommes ont eu un courage incroyable. Tu t'en rends compte, mamie? Malgré tout, ils ont réussi. Mais dis-moi, ces alpinistes ont grimpé toutes les montagnes du monde? Oui, Lily. La montagne est devenue un véritable terrain de jeu. Après les Alpes, les alpinistes se sont attaqués aux montagnes de l'Himalaya. Je me souviens qu'en 1950, une cordée française a réussi l'ascension de l'Annapurna. C'était incroyable. Un célèbre alpiniste, Lionel Terray, disait qu'ils étaient les conquérants de l'inutile. Participer à une expédition dans l'Himalaya, c'était la matérialisation de mes désirs les plus ardents. Mais dans la vie d'un homme, les aspirations les plus passionnées appartiennent rarement au monde du réel. L'Himalaya me paraissait plus inaccessible qu'une princesse d'Orient. Et je n'avais jamais pensé l'escalader autrement qu'en rêve. Je n'aurais jamais cru qu'il me serait donné de vivre un jour une aventure himalayenne. Ainsi donc,
le rêve allait peut-être prendre forme. J'allais pouvoir connaître ces cimes fabuleuses, si gigantesques, si sauvages, qu'elles demeureront toujours un domaine où l'homme n'a pas sa place. Ainsi, j'allais pouvoir pénétrer dans ce paradis où rien n'a été souillé, où tout est grand, beau et pur. L'Himalaya, c'était pour moi l'aventure totale, le don de soi, dans un but idéal, toujours poursuivi, si rarement atteint. C'est tout d'abord une très longue, interminable traversée vers la droite. Pour ma part, j'avance lentement, mais sans trop de peine. Après la traversée, quelques roches peu difficiles et peu favorables à l'escalade. Puis un couloir nous mène vers quelque chose qui, d'où nous sommes, nous paraît un sommet. Nous nous y élevons. Le sommet du couloir n'est qu'une sorte de selle, d'où part, vers la gauche, une sorte d'arête qui, encore une fois, nous paraît mener au sommet. Que c'est long! Enfin, nous y sommes. Une arête de neige, ourlée de corniches, avec 3 sommets. L'un plus haut que les autres. C'est le sommet de l'Annapurna, 8091 mètres d'altitude. L'Annapurna, incroyable! 2 fois plus haut que le Mont Blanc. Ça doit être fantastique d'être alpiniste. Mais ça sert à quoi en fait? Plus d'une fois, comme tout le monde, je me suis posé la question. L'alpinisme, à quoi cela sert-il? Sûrement à rien qui s'achète. Nous gravissons les montagnes parce qu'elles sont là, et l'alpinisme est le triomphe de l'effort gratuit. Nous ne sommes pas prêts d'oublier la beauté de certains couchers de soleil. Dans la nuit, la fraternité des étoiles. Au matin, l'aurore qui redonne la vie. Nous ne sommes pas prêts d'oublier le plaisir de grimper, de neutraliser la pesanteur, l'impression de quitter sa carcasse pesante pour évoluer en plein ciel. Nous ne sommes pas prêts d'oublier l'amitié de la cordée, la victoire sur soi-même et, pour le guide, la joie de partager ce qu'il a de meilleur. Les montagnes ne vivent que de l'amour des hommes. De vrais passionnés, ces alpinistes. Mais au-delà du plaisir, du sport, de l'exploit, l'alpinisme est né pour les besoins de la science. C'est pour faire des expériences que Saussure a souhaité atteindre le sommet du Mont Blanc. Ces hauts lieux sont de vrais laboratoires et certains scientifiques en ont fait leur espace de travail. Le premier a été Joseph Vallot. J'ai le caractère ainsi fait qu'une chose me semble toujours possible lorsqu'elle est utile. Et, en dépit de mon horreur du vide, je ne puis voir un pic sans avoir la tentation de poser mon pied sur son sommet. Le Mont Blanc est une véritable mine de recherche scientifique, bien loin d'être épuisée. On en a étudié la flore, la faune, la géologie, la météorologie. Observatoire magnifique. Il a servi à des études sur la physique du globe, la marche des glaciers, la physiologie humaine, et il n'a pas encore dit son dernier mot, car la science se renouvelle au moins une fois par siècle. Si on avait une cabane en bois, on pourrait certainement s'y livrer aux recherches scientifiques aussi facilement que dans la plaine. Une telle installation, à 4500 mètres sur les derniers rochers, rendrait de grands services à la science, en même temps qu'elle faciliterait les ascensions des touristes. Joseph Vallot a donc construit un observatoire en altitude. Et après lui, c'est Jules Janssen, célèbre astronome français, qui a également choisi le sommet du Mont Blanc pour y installer le plus haut observatoire du monde, afin d'être au plus près des étoiles. 1890, première ascension au Mont Blanc. Le traîneau que j'ai employé avait été confectionné à l'observatoire de Meudon. Pour parer au danger d'une chute qui aurait pu entraîner celle de toute la colonne, 2 guides grimpaient en avant, enfonçaient leur piolet dans la neige jusqu'à la tête et l'enroulaient autour d'une longue corde. Quant à moi, affranchi de tout effort physique, j'étais tout entier à l'admirable spectacle qu'offrent ces grandes solitudes glacées. Mes guides firent tout leur effort pour me faire parvenir jusqu'à l'endroit le plus rapide de l'arête de la Grande Bosse. Là, je mis pied à terre, ou plutôt dans la neige. Je cherchais à m'élever, mais malgré des efforts presque surhumains, je tombais face dans la neige. Mes guides s'emparèrent du traîneau et le hissèrent sur ses arêtes. Admirant leur effort, je les encourageai de mes paroles. Quand nous eûmes franchi le dernier de ces obstacles,
et que le sommet tout voisin nous appartenait désormais, il y eut une explosion générale de joie. Tous se serraient la main et venaient me le serrer. Quelle station que cette cime! Quel lever et quel coucher! Quelle nuit! C'est génial! Je ne savais pas tout ça! Tu sais, ma copine veut devenir guide de haute montagne. Quand elle sera grande, elle s'inscrira à l'école nationale de ski et d'alpinisme. Moi, j'ai un peu le vertige, alors je ne crois pas que j'oserais. Mais par contre, j'adore la montagne en hiver. Faire de la luge, du ski. D'ailleurs, c'est depuis quand les sports d'hiver? Le ski et les joies de la glisse sont pratiqués à Chamonix depuis la fin du 19e siècle. Mais ils se développent surtout au début du 20e, avec les premières compétitions. Le ski a d'abord été utilisé comme moyen de transport. Le docteur Michel Payot s'en servait pour aller soigner ses patients. Et il a beaucoup contribué à sa promotion. L'hiver, l'école est privée d'élèves, les malades sont livrés aux ressources de leur pauvre organisme. Nombreux sont mes exemples de soins personnels donnés, grâce au ski, à des montagnards malades et privés de tout secours. En 1908, je participais à l'organisation du 2e concours international de ski à Chamonix, la 2e manifestation officielle des sports d'hiver en France, qui a montré l'importance de leur développement tant par le nombre des participants que par celui des simples spectateurs. J'ai eu beaucoup de plaisir et remercié les concurrents, les donateurs, les visiteurs et la presse. L'ambiance était incroyable. Il paraît que les femmes faisaient du ski en robe. C'est vrai? Oui, au début. Mais ça a changé ensuite, notamment grâce à Madeleine Vallot. J'avais bientôt jugé la jupe incompatible avec un sport où il fallait parfois faire de l'acrobatie pour se démêler dans la neige. C'est pourquoi, ainsi que Marie Marvin, l'aviatrice et alpiniste bien connue, j'arborais courageusement la culotte. Des mères de famille détournaient la tête, scandalisées par la tenue que je portais. Heureusement que ça a changé, grâce à elle. Mais aussi grâce aux journalistes, aux écrivains, comme Roger Frison-Roche. La saison hivernale. 2 mots qui signifient beaucoup de choses. 2 mots qui évoquent tour à tour les sports sains et captivants de la neige, dans l'ardente blancheur de l'hiver alpestre. Et l'été, l'alpinisme. L'alpinisme est mieux qu'un sport. L'alpinisme raisonnablement pratiqué forme une jeunesse forte, énergique, calme, parfaitement équilibrée au moral et au physique. Les dangers, ils existent, mais il suffit de les connaître et de s'entraîner à les surmonter. On ne devient pas alpiniste du jour au lendemain. Il faut même des années pour devenir chef de cordée. On dit qu'il faut pour le pratiquer un cœur bien trempé. Il faut en effet accepter l'inconfort des refuges, les fatigues de la marche d'approche, le fardeau d'un sac très lourd. Il faut ensuite s'attaquer aux difficultés et les vaincre. Il faut savoir renoncer à temps. Et grelottant de froid ou épuisé de fatigue, sur la cime convoitée, le sourire aux lèvres, l'âme illuminée, apprécie encore la majestueuse beauté de nos Alpes. Mais aussi grâce aux champions, comme James Coutet. Je ne pourrais pas vivre ailleurs qu'ici. Le ski, les courses à montagne l'été, et entre-temps les travaux de la ferme. Ça me suffit largement. On m'offrait un beau contrat pour un voyage d'1 mois en Amérique. C'était bien tentant, mais ça m'aurait tenu là-bas jusqu'au 5 décembre. Et alors, comme l'entraînement commence le 1er décembre, je me dois de donner l'exemple. Je suis donc restée ici. Je me dois avant tout à l'équipe de France et à l'école nationale. Je comprends mieux maintenant pourquoi Chamonix est aussi connu. Nous le devons en effet à toutes ces personnes, mais aussi aux nombreux artistes qui ont représenté la vallée, comme Gabriel Lopé ou Edgar Bouillette. Je ne résiste pas, malgré le froid, à travailler d'après nature. Je pochade des effets de neige avec frénésie. C'est merveilleux la nature maintenant, avec le beau temps. Le ciel est bleu et les montagnes resplendissantes. C'est dommage que ce soit si difficile à peindre. Moi, ce que je préfère, ce sont les effets du soleil sur les cimes enneigées et les paysages d'hiver. Merci mamie pour cette belle histoire. Dommage que nous ne puissions pas revenir en arrière. J'aurais aimé voyager dans le temps et voir tout cela en vrai. Ça va être compliqué, ma Lily. Mais si tu le souhaites, la prochaine fois, je t'amènerai visiter les musées de la vallée de Chamonix. Ils regorgent de souvenirs, témoins de cette si belle histoire.